Grand angle consacré aux tensions entre l'Algérie et le Maroc. Pourquoi un tel bras de fer entre les deux voisins du Maghreb? Comment apaiser la situation? Décryptage avec nos invités. Brahimou Mansour, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous dirigez l'Observatoire du Maghreb à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Khadija Mohsen-Finan, bienvenue également. Vous êtes politologue spécialiste du Maghreb. Brahimou Mansour, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas du tout la relation historique entre le Maroc et l'Algérie, deux voisins du Maghreb, dites-nous pourquoi c'est si compliqué entre ces deux voisins. C'est si compliqué parce que c'est déjà parti un peu mal dès le début, dès l'indépendance de l'Algérie. Donc il y a les causes profondes de ces tensions, c'est qu'il y a eu un contentieux territorial et qui a provoqué d'ailleurs un affrontement armé entre les deux pays en 63, la guerre des Sables. Et puis progressivement avec notamment la question du Sahara occidental, le Maroc qui revendique ce territoire anciennement colonisé par l'Espagne, et puis l'Algérie qui soutient la solution d'autodétermination, donc une solution onusienne, et on soutient au Front Polisario, qui donc les Sahraouis indépendantistes sur le même territoire. Khadija Mohsen-Finan, donc 1962, indépendance de l'Algérie, nous dit Brahimou Mansour, 1963, guerre des Sables. Quel est le nerf de la guerre, si je puis dire, entre ces deux pays? C'est le Sahara occidental? Non, c'est le leadership sur la région, sur le Maghreb, et maintenant c'est devenu sur l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu un point de cristallisation sur le conflit du Sahara occidental, mais le conflit du Sahara occidental n'explique pas toute la tension qui existe entre ces deux pays. Et d'ailleurs, Brahimou Mansour vient de le dire, elles ont précédé, elles sont nées immédiatement après l'indépendance. Ce qu'on essaie de comprendre aussi aujourd'hui, c'est que ce conflit, même si vous le dites, n'est qu'une partie des tensions. Pourquoi il n'est pas résolu? Que dit l'Union africaine? Que dit l'Union européenne? Que dit l'ONU? Oui, alors il y a des positions différentes. L'ONU, l'organisation anciennement d'Union africaine, l'organisation africaine reconnaît la race, donc reconnaît officiellement la République sahraoui, donc elle est du côté du Polisario, de l'Union africaine plutôt. Puis il y a des pays, des États au sein de l'Union africaine qui n'ont pas la même position non plus. Donc d'ailleurs il y a certains États qui ont un revirement de certains États africains. Puis ensuite, l'ONU, historiquement, même si la résolution, dans sa résolution, soutenait le droit à l'autodétermination, puis il y a eu en 80, les négociations de 89 qui ont donné lieu en 91 un accord, signature d'un cessez-le-feu entre les deux parties, avec comme perspective l'organisation d'un référendum en 92 qui n'a jamais eu lieu. Et progressivement, l'ONU a perdu les moyens, en tout cas, d'imposer ou de faire pression sur les partis. Il imposer un calendrier pour avancer. Voilà. Ouais. Mais elle reste sur une proposition de solution sur un territoire. Donc, deux partis qui disputent le même territoire, c'est difficile. Et pour les deux partis, progressivement, le statu quo avait arrangé en quelque sorte. Alors, il y a quand même un point de bascule, parce que les tensions, on le disait, vous l'avez dit, depuis le début des années 1960, mais il y a un basculement, c'est aussi l'administration américaine et la reconnaissance par l'administration Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, avec, dit-on, en échange, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Quelle a été la portée de ces événements sur les relations entre la France et l'Algérie, entre le Maroc et l'Algérie? Alors oui, en 2020, décembre 2020, il y a reconnaissance par l'administration Donald Trump de cette marocanité, de ce caractère marocain du Sahara occidental. Et le Maroc pensait que ça allait lui ouvrir toutes les portes pour aller vers la victoire définitive dans le conflit du Sahara occidental, et une victoire définitive aussi sur son voisin et ennemi de toujours, l'Algérie. Ce qui est venu inverser la donne, c'est la guerre en Ukraine qui a remis, si vous voulez, l'Algérie sur la scène internationale
par son arme du gaz. Et donc, depuis, on a effectivement... en réalité, on a deux conflits qui se superposent. Le conflit du Sahara occidental et le conflit entre l'Algérie et le Maroc, qui portent sur des raisons frontalières, mais aussi sur le leadership. Et donc, c'est la superposition de ces deux conflits qui rend l'ONU complètement impuissante. Il y a d'ailleurs eu des exercices militaires conjoints entre l'armée algérienne et des Russes, qui n'est pas un fait nouveau, mais on sent bien que là, il y a vraiment, chacun a choisi son camp, on pourrait dire. Non, ça c'était vrai durant la guerre froide. Mais depuis la guerre en Ukraine, on le voit bien, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Et on le voit bien quand il y a eu le vote sur la résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que d'une part, les Marocains n'étaient pas présents et que d'autre part, les Algériens n'ont pas voté. Donc la notion d'allié, la notion de partenaire a changé depuis la guerre en Ukraine. Et là, on a un conflit immobile et un environnement qui a complètement changé. Et donc, c'est dans ce contexte qu'évolue ce conflit. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade et d'escalade militaire? Rappelons que les relations diplomatiques ont été rompues par l'Algérie au mois d'août 2021. La fois d'avant, c'était en 1976. Reprise des relations en 1988. Aujourd'hui, elles n'ont pas repris. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade, d'affrontement militaire? Alors, il faut juste rappeler que le budget militaire a grimpé côté algérien, un peu moins du côté du Maroc, 3,6% au Maroc. L'Algérie, il a totalement explosé. Cette année, avec la devise notamment, enfin l'argent du pétrole et du gaz. Le budget militaire algérien a doublé pour l'année prochaine, donc à 2022, milliards de dollars, et contre environ 4 à 5 milliards de dollars pour le Maroc. C'est vrai qu'il y a une course effrénée à l'armement entre les deux pays, compte tenu le contexte, mais aussi le contexte régional instable. Il n'y a pas de risque. Les deux États, ce qui est positif dans ce conflit, entre guillemets, c'est que les deux pays restent traditionnellement très prudents, et les deux armées, malgré bien sûr les deux, je dirais deux fois, les deux armées s'étaient affrontées à deux reprises, mais il y a une prudence, il y a un pragmatisme. En fait, c'est plus une guerre diplomatique. Oui, d'usure. Voilà, on reste sur l'usure diplomatique, sur économique aussi. Il y a une diplomatie économique et culturelle, parce que, alors on le donnait la semaine dernière sur TV5 Monde, la baguette française, la harissa tunisienne, le rail algérien, qui ont fait leur entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je vous vois sourire, mais c'est vrai que ces deux pays-là, c'est tellement crispé que le Maroc et l'Algérie se disputent sur énormément de sujets. Il y a eu aussi un maillot de football d'un équipementier que je ne vais pas citer, qui reprenait le zélige sur le maillot de l'entraînement de l'Algérie. Le Maroc a protesté auprès de l'équipementier, qui du coup a fait marche arrière et l'a retiré. Qu'est-ce qui se joue derrière? Vous parliez de suprématie régionale. Pourquoi il y a cette bataille aussi sur le plan culturel? Oui, il y a eu aussi la Tijani sur le plan religieux. Ils se la disputent tous les deux. Il y a eu Ibn Khaldoun, il y a eu beaucoup d'autres choses. Pourquoi c'est un courant de l'islam, 200 millions de fidèles dans le monde. Absolument. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? C'est toujours pareil, pour l'hégémonie, pour être la première puissance de la région, au moment où la notion même de puissance n'a plus du tout le même sens, et que les appels à former une région intégrée n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Alors attention, là on parle des gouvernements, de la politique, mais il y a les peuples, et vous allez nous en dire un mot. Mais d'abord, regardez, c'est la magie du sport. Malgré ces querelles, de nombreux Algériens soutiennent les Lions de l'Atlas. Vous le savez tous les deux sans doute, je ne sais pas si vous aimez le football, mais en tout cas, première équipe africaine depuis longtemps à avoir atteint les quarts de finale. Regardez ces Algériens qui réagissent. Dieu merci, nous avons gagné, et je dis nous car cette équipe est un peu la nôtre aussi. Même si notre équipe n'a pas été qualifiée au mondial, nous avons été de tout cœur avec l'équipe marocaine malgré les tensions politiques entre les deux pays. Là on ne parle pas de politique mais de sport, et nous serons avec le Maroc lors des prochains tours. On est aux côtés de nos frères marocains dans la victoire comme dans l'échec. On prie Dieu pour plus de réussite, pour que cette équipe marocaine puisse aller le plus loin possible dans cette compétition. Et on lui souhaite pourquoi pas de remporter cette Coupe du Monde. Brahim Mansour, nous, un supporter dit bien nous, il insiste, je dis bien nous, nos frères marocains.
les peuples, c'est parfois beaucoup moins tendu. Il y a des mariages mixtes, il y a des familles à la frontière qui sont d'ailleurs, on pourrait dire, séparées aussi par la fermeture de la frontière. Tout à fait. D'ailleurs, on félicite l'équipe marocaine pour cette victoire. Nous, attention, c'est important. Le chercheur, Oui, on a tous regardé le match comme une équipe qui a fait plaisir, en tout cas, pendant ce match. Et oui, les deux peuples sont très, je dirais, frères. Liés. Se disent frères, très liés. D'ailleurs, il y a des mariages au-delà de ça. Il y a des anciens, d'anciens dirigeants, soit algériens et marocains, qui vivent dans l'un ou l'autre des pays, qui sont nés dans l'un ou l'autre des pays. Et ensuite, les relations entre les deux pays, jusqu'à, en tout cas, la fermeture des frontières terrestres en 1994. Bon, après, ça ne doit pas masquer non plus une vraie bataille, parfois dure, sur les réseaux sociaux. Mais là, les Marocains et les Algériens n'en ont pas l'apanage, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est souvent la libération de la parole. Sur cette question, quand même, si on peut positiver quand même une note d'espoir, on voit très bien qu'il y a une fraternité. De positiver ou ne pas positiver. C'est la réalité. C'est que cette tension a été créée par les classes politiques qui ont lié leur régime politique à cette tension et à ce conflit. Mais ce n'est pas du tout l'affaire des sociétés. Donc là, on le voit quand il y a un match de football gagné ou autre, mais c'est la réalité des choses. C'est que ces sociétés, ces peuples ont été pris en otage entre deux régimes politiques et deux classes politiques qui s'affrontent. Rappelons aussi que beaucoup partagent en commun, notamment les langues berbères également. Mais, d'ailleurs, rarement où les autorités des deux pays utilisent la population ou la propagande visant la population sur ces tensions. Et généralement, traditionnellement, jusqu'à récemment. Mais qu'est-ce qui peut débloquer les choses? On attendait le roi Mohamed VI. Non, elles n'ont pas été épargnées. Moi, je trouve qu'il y a des journaux qui sont aux ordres. Et il y a une partie des gens qui utilisent les réseaux sociaux et qui relaient la position des pouvoirs. Qu'est-ce qui peut débloquer Mohamed VI à Alger? Bon, ça s'est pas fait pour le sommet de la Ligue arabe. On peut imaginer une rencontre Abdelmajid Tebboune et Mohamed VI? Non, je crois qu'il faut sortir du tête-à-tête Algérie-Maroc et il faudrait que d'autres États s'en mêlent et qu'ils voient véritablement que c'est du temps perdu pour ces sociétés que vous décriviez à l'instant et qui ont envie de coopérer. Merci beaucoup Khadija Mohsen Finan, c'est là se terminer. Merci beaucoup à vous également d'avoir répondu à nos questions, Brahim Mansour. Merci beaucoup. La Coupe du Monde, on en vient justement avec cet exploit du Maroc face à l'Espagne, les Lions d'Atlas qui doivent beaucoup à leur gardien de but qui a arrêté de nombreux tirs espagnols. Alors est-ce qu'il a une recette magique? Pas du tout. Écoutez Yacine Bounou. Un petit peu de feeling, un petit peu de chance et voilà quoi. Il n'y a pas grand chose quoi. Tu connais les pénaltys, c'est comme ça. Quand vous êtes encore dans l'euphorie du moment, vous ne pouvez pas vraiment réaliser ce que vous venez de faire. Mais on est heureux et on doit rester concentré sur ce que l'on doit faire pour la suite. Nous sommes heureux, très heureux que les choses se soient passées ainsi. Peut-être qu'avec le recul, on pourra